La voix du caporal Rhys Davies était tranchante comme un éclat de métal. « Bouge-toi, Beckett. À cette vitesse, notre homme va mourir de vieillesse, pas d'hémorragie. » Dehors, la pluie martelait la tôle. Dedans, un froid mordant et une odeur âcre de métal et de carburant. L'Aegis Squad s'entraînait sur une carcasse d'hélicoptère, une coque d'acier où il devait récupérer des mannequins lourds comme de vrais corps, encastrés dans des tôles tordues. Mais le sergent Lena Beckett était immobile. Agenouillé dans la boue simulée, son attention était concentrée sur un système de cordes et de poulies. Ses mains, couvertes de gants tactiques usés, bougeaient avec une lenteur presque exaspérante. Elle vérifiait chaque nœud, non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Elle passait ses doigts sur chaque centimètre de corde, comme pour y lire une histoire qu'elle seule connaissait. Davies, avec ses muscles tendus et son sourire arrogant, avait déjà fini. Il avait arraché son mannequin de la carlingue avec une force brute et une vitesse extrême. Il était le plus rapide, le plus fort. Vipé, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et maintenant, sa patience était un fil tendu, prêt à se rompre. On devrait peut-être t'appeler l'escargot au lieu de sergent, siffla-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. Quelqu'un ricana. Un son désagréable, aussitôt étouffé par l'atmosphère pesante. Les autres échangèrent des regards incertains. Ils respectaient le grade de Beckett, mais l'arrogance de Davies était contagieuse, et sa lenteur était, en effet, frustrante. Pourtant, Lena Beckett ne réagit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était autre chose. C'était une concentration si totale qu'elle en devenait un mur infranchissable. Un rituel. Quelque chose de pesant. D'antique. Et ce calme, au milieu de ce chaos contrôlé, était la plus grande des insultes. Mais avant de découvrir pourquoi le silence de Lena était plus terrifiant que n'importe quel cri, arrêtez-vous un instant. Nous voulons savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, si vous sentez que cette histoire commence déjà à vous toucher, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour nous, c'est le carburant qui nous permet de continuer à raconter ces histoires. Merci de tout cœur, et maintenant, retournons dans le hangar. La leçon va commencer. Une ombre se détacha de l'obscurité. Le sergent-major Silas Rook émergea de derrière un véhicule blindé. C'était comme si un morceau de la nuit avait pris vie et forme humaine. Il ne dit pas un mot. Son silence était différent de celui de Lena. Le sien était un silence qui commandait, un vide qui aspirait tout autre son. Les sourires s'évanouirent. L'air devint lourd, dense. Rook marcha lentement, ses pas étaient le seul bruit en dehors de la pluie, un rythme constant sur le ciment humide. Il s'arrêta devant Davies. « Venez avec moi, caporal. » Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Rook le conduisit vers un mur poussiéreux du hangar, couvert de photographies jaunies. Décorations, anciennes escouades, de jeunes visages figés dans le temps avant que la guerre ne les change. Il montra une image, presque cachée dans un coin, pâlie par l'humidité. Elle montrait la carcasse d'un hélicoptère, un amas de métal presque entièrement enseveli sous une couche de neige aveuglante. Les pales étaient brisées comme les os d'un animal préhistorique. « Vous voyez ça ?» demanda Rook, sa voix basse, un grondement profond. Le désastre de la crête glacée. Il y a 5 ans. Il se retourna, et ses yeux, emplis d'une fatigue qu'aucune nuit de sommeil n'aurait pu guérir, clouèrent Davies au mur. Nous ne lui avons pas donné de nom de code, après ce jour-là. Ça aurait été trop simple. Nous lui avons donné un titre. Silas Rook marqua une pause. Une pause qui dura une éternité, assez longue pour faire sentir à Davies le poids de chaque mot non prononcé. Puis, il prononça le titre qui allait tout changer. The Guardian. Le gardien. Le mot resta suspendu dans l'air froid. Ce n'était pas un surnom de combat. C'était une investiture. Un titre né d'une légende que l'on se murmurait à voix basse durant les nuits d'insomnie, une histoire que personne ne voulait raconter à haute voix. L'arrogance de Davies s'effrita, remplacée par une expression de pure, glaçante stupéfaction. Une équipe de 6 hommes, continua Rook, sans détourner le regard. En reconnaissance à longue portée. Ils se sont écrasés pendant une tempête de neige qui n'aurait pas dû exister, un caprice de la nature qui a transformé le ciel en un mur blanc. Une mission de sauvetage transformée en opération de récupération en moins d'1 heure. Impossible d'y accéder. Mais Beckett, alors jeune caporal, s'y est opposée. Elle a insisté.
Elle a forcé le pilote à maintenir l'hélicoptère en vol stationnaire contre le vent, à un endroit que tout le monde considérait comme un suicide. Puis, elle s'est accrochée au treuil et est descendue seule dans cet enfer blanc. La radio a lâché presque immédiatement. Un son sec, métallique. Comme un interrupteur qu'on bascule. Définitif. Pendant 36 heures, seulement ce silence assourdissant. On la croyait morte, avec tous les autres. Rook déglutit, un mouvement presque imperceptible. Puis, un faible signal. Un murmure. C'était elle. Elle avait trouvé 2 survivants. Le pilote, avec la colonne vertébrale probablement touchée. Et un opérateur, avec un fémur exposé et une hémorragie artérielle qui pulsait sur la neige. Elle ne pouvait pas les déplacer. Ils étaient trop fragiles. Et elle était seule. Complètement seule. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Davis ? Demanda Rook, et sa voix était maintenant un grognement maîtrisé, vibrant d'une colère ancienne. Quand chaque choix est le mauvais ? Vous abandonnez ? Vous appelez le QG et vous annoncez l'échec ? Rook s'approcha, envahissant l'espace personnel de Davis, le forçant à respirer le même air. Elle n'a pas abandonné. Elle a arrimé le pilote à la carlingue avec ses cordes, construisant un abri de fortune avec des morceaux de tôle, priant pour que les nœuds qu'elle avait appris à faire dans le noir tiennent contre des vents de 100 km/h. Et puis, elle a utilisé son propre corps. Elle s'est allongée à côté de l'autre homme. Elle a utilisé sa jambe pour faire pression sur sa blessure, pour arrêter l'hémorragie avec une force constante. Et elle l'a couvert de son corps pour le protéger du vent qui tue. Savez-vous ce que ça veut dire, Davis ? Sentir la chaleur quitter votre corps, cellule après cellule, pour la donner à un autre homme ? Compter ses respirations, en priant pour que ce ne soient pas les dernières ? Vous voulez savoir pourquoi elle est lente, Davis ? La voix de Rook était désormais aussi tranchante que la glace. Vous voulez savoir pourquoi elle vérifie un nœud 3 fois ? Parce qu'elle sait qu'un œuf fait à la hâte est la différence entre un homme vivant et un corps à récupérer dans un sac. Sa lenteur n'est pas de l'indécision. C'est une cérémonie. C'est un acte de respect pour la vie qu'elle a tenue, littéralement, entre ses mains. Et ces cicatrices qu'elle a sur les mains, sous ses gants ? Rook leva un doigt, presque au point de toucher le torse de Davis. C'est le prix des gelures qu'elle a payé pour tenir au chaud 2 hommes qui étaient en train de mourir. Elle n'a pas seulement sauvé leur vie, mon garçon. Elle a sauvé leur famille. Leurs enfants. Leur avenir. Avec son corps. Avec sa lenteur. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. C'était un silence de honte. De compréhension. D'un respect si profond qu'il en était douloureux. Plus tard, l'exercice était terminé. La pluie s'était calmée. L'escouade nettoyait le matériel, chaque geste désormais plus mesuré. L'arrogance s'était évaporée, remplacée par une concentration presque révérencieuse. Pendant qu'il rangeait, un jeune cadet, encore secoué par la révélation, perdit prise sur un lourd bloc de métal utilisé pour lester l'équipement. Le bloc glissa d'un crochet à 2 mètres de hauteur, plongeant vers un autre membre de l'équipe qui était agenouillé, de dos, ignorant le danger. « Attention !» hurla Davis, agissant par instinct. Il fit un pas, mais son mouvement était dicté par la panique, trop lent, trop maladroit. Il serait arrivé trop tard. Mais pas Lena Beckett. Elle ne cria pas. Elle n'hésita pas. D'un seul mouvement fluide qui semblait ralentir le temps, elle se décala sur le côté. Sa main se tendit, non pour arrêter le bloc, mais pour le dévier. D'un contact précis, presque délicat, elle changea sa trajectoire. L'objet heurta le sol dans un fracas assourdissant, à quelques centimètres du pied du cadet, qui se retourna brusquement, pâle comme un fantôme. Silence. À cet instant, tous comprirent. Sa lenteur n'était pas un défaut. C'était une économie de mouvement. Une conscience totale. C'était l'efficacité absolue née d'une expérience qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'avait pas agi par instinct, mais par calcul. Puis, quelque chose se produisit. Un petit pèlerinage. Rhys Davis regarda le bloc de métal au sol, puis Lena, qui avait déjà repris son poste comme si de rien n'était. Il s'approcha d'elle. Son pas n'était plus arrogant, mais incertain. Hésitant. Il ne dit pas un mot. Il ne pouvait pas. Les mots auraient été inutiles, offensants. Il prit simplement une pièce de son équipement, un mousqueton sale de boue, et commença à le nettoyer. Avec le même soin, identique, méthodique.
avec la même lenteur cérémonielle. Ce n'était plus seulement un hommage à une légende du passé. C'était une soumission à un maître du présent. Un autre membre de l'Aegis Squad le vit. Il posa son équipement et, en silence, les rejoignit. Puis un autre. En quelques minutes, l'escouade entière était réunie autour de Lena. Non pas pour l'aider, car elle n'en avait pas besoin, mais pour se joindre à son rituel. Un pacte silencieux. À ce moment, ils comprirent que la leçon la plus importante ne portait pas sur la technique, mais sur la raison d'être de cette technique. Ils apprirent que la vraie force n'était pas dans la vitesse. Elle était dans la persévérance. Et ils venaient de la voir en action. L'histoire de Lena Beckett et de la crête glacée est plus qu'un récit de guerre. C'est un symbole. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un sauveteur arrogant et d'un sergent silencieux. C'est l'histoire de la façon dont, trop souvent, nous confondons la prudence avec la faiblesse. De la façon dont les apparences, la vitesse, l'arrogance peuvent nous aveugler, nous faisant oublier la valeur la plus profonde, l'expérience payée au prix fort. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous sauve vraiment? L'impulsivité? Ou la ténacité de celui qui a déjà vu l'enfer et qui sait exactement comment ne pas y retourner? Lena Beckett n'a pas cherché la justice. Elle a simplement montré, par ses gestes lents et ses cicatrices, que le vrai courage ne fait pas de bruit. Il travaille en silence. Et il n'abandonne jamais. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. La valeur d'une personne ne se mesure pas à la vitesse à laquelle elle agit, mais à la profondeur de ses connaissances et au poids des sacrifices qu'elle a consentis. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite, pour ensuite découvrir une histoire incroyable derrière cette personne? Ou peut-être avez-vous été celui qui a été jugé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous lisons et apprécions chaque histoire. Si ce récit vous a touché, si vous croyez que ce message de respect et de ténacité est important, laissez un like et partagez-le. C'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires qui creusent sous la surface. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel. Et souvenez-vous, la lenteur, parfois, n'est pas un défaut. C'est juste le rythme de quelqu'un qui sait que certaines choses sont trop importantes pour être faites à la hâte. On se voit dans la prochaine vidéo.